euh, pour maintenir les micros fermés. Il y en a toujours qui font cette pollution. Veuillez s'il vous plaît fermer vos micros. J'ai Monsieur Romuald qui a son micro ouvert. Monsieur Cassimou, Amidou, s'il vous plaît fermez vos micros. Ça va nous faciliter la communication. Tu peux aller? Oui, merci professeur. J'ai compris. OK. Alors, lorsque je parlais d'appréciation de la contribution du pays ou de l'université au développement de la science, cela est très important parce que les universités sont classées, les pays sont classés, et donc ce sont ces critères-là qui rentrent en ligne de compte. Cela permet également d'améliorer le niveau de culture scientifique, d'augmenter le potentiel d'innovation et surtout d'avoir un impact sur l'éducation. Les étudiants vont se baser sur ces travaux, sur ces publications pour affiner les questions de recherche ou confirmer leurs hypothèses ou pas. Et cela donne un certain pouvoir, ce que nous appelons le soft power. Vous voyez, quand vous dites que vous étudiez à Harvard University, cela confère un certain pouvoir, c'est-à-dire à la crédibilité de cette université. Quand quelqu'un dit qu'il fait la Sorbonne, vous voyez, tout ça, c'est un pouvoir, c'est un soft power qui n'a pas son nom, mais qui est très renforcé par ces notions de publication. Alors, quand et comment savoir qu'on est prêt à rédiger un article scientifique? Il y a quelques prérequis que nous trouvons assez intéressants. Premièrement, il faut d'abord avoir un message à passer. Donc, vous avez une histoire d'abord à raconter. Je dis souvent que les publications sont des histoires qu'on raconte. Donc, la première étape, c'est d'avoir une histoire ou un message à passer. Deuxièmement, il est important de connaître la littérature qui existe concernant votre recherche. Donc, vous devez faire une bonne biblio, puisque la publication va produire de nouvelles connaissances, c'est ce qu'on a dit. Et vous faites la production de nouvelles connaissances quand vous maîtrisez déjà ce qui existe dans votre domaine. Et un troisième prérequis, c'est d'avoir une connaissance quand même intéressante des bases de la rédaction scientifique. Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas le plan, par exemple, d'une introduction, il va être extrêmement difficile de rédiger un article scientifique. Et donc, comme je le disais, écrire en science, c'est avant tout faire passer un message. Donc, c'est à vous d'identifier le message que vous voulez faire passer, à travers notamment les questions clés suivantes. Quoi, qui, quand, où, pourquoi et comment. Qu'est-ce qui fonctionne véritablement? C'est-à-dire, OK, qu'est-ce qui est efficace? Donc, j'ai fait un travail, qu'est-ce qui produit l'effet ou le résultat attendu? Qui obtient un bon résultat avec une certaine capacité de rendement? Pour qui cela est intéressant? Pourquoi cette étude? Quand est-ce qu'elle a été faite? Où est-ce qu'elle a été faite? Comment elle a été faite? Voilà quelques questions pêle-mêle qui permettent, lors du brainstorming, de commencer par se préparer à la rédaction d'un article scientifique. Quel est le domaine du problème? Concrètement, comment vous posez ce problème-là? Et quelle est votre approche pour adresser ce problème? Les autres chercheurs qui ont existé avant vous ou qui ont travaillé avant vous, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aborder ce problème-là? Est-ce que vos résultats ne répètent pas ce que les autres ont déjà eu à faire? Vous voyez? Et c'est la profondeur de ce message qui vous fait dire, bon, maintenant, je peux rédiger un article scientifique. Si vous voyez que vos résultats ont déjà été publiés il y a 2 ans,
et qu'il n'y a pas matière de dire, voilà, une valeur ajoutée à ces résultats, vous partez déjà perdant sur ce processus-là. Et donc, pour qu'un article soit publié, il faut un résultat ou un concept intéressant. Tant que ce n'est pas original, c'est-à-dire nouveau, avec des aspects intéressants, les probabilités de publier cet article sont pratiquement nulles. Donc, on doit toujours chercher la nouveauté dans l'angle d'attaque ou dans l'angle de présentation de l'article scientifique. C'est donc ce résultat intéressant-là que vous-même vous avez eu à identifier qui constitue la substance du message de votre article. Donc, quand vous lisez un article scientifique, cela doit être un seul message. Mais on voit souvent avec les étudiants, dans le même article, on met 3, 4 messages différents. Et quand vous le lisez, vous vous perdez à un moment donné. Et l'évaluateur ou les évaluateurs de cet article ont la même impression. Conséquence, ils ne peuvent pas donner leur caution à la publication. Donc, quand vous avez un projet de recherche qui aboutit à plusieurs messages, là, vous pouvez faire plusieurs articles. Donc, un article, un message avec un résultat intéressant autour duquel se greffent d'autres résultats corollaires, en fait, qui permettent de mieux comprendre ce résultat intéressant que vous voulez vendre à travers votre article. Et donc, le message de l'article de recherche provient de 4 questions clés. Qu'est-ce que vous avez découvert? C'est-à-dire, quel est votre résultat majeur? En quoi votre découverte est importante? Autrement dit, quelle est sa portée? Je viens de découvrir une nouvelle espèce bactérienne que personne n'a encore découvert de par le monde. Ou je vais découvrir une molécule susceptible d'éliminer telle bactérie ou tel virus. Là, je construis mon article autour de cette molécule. En quoi votre découverte est originale? Autrement dit, en quoi c'est nouveau? Qu'est-ce que vous nous apprenez qu'on ne savait pas déjà ou que les autres ne nous avaient pas déjà dit? Et plus important maintenant, comment vous avez fait pour aboutir à ce résultat-là? Cette étape nous permet d'aller vers la rédaction de l'article scientifique. Comment rédiger son article scientifique? Bien sûr, il me faudrait peut-être 2, 3, 4 jours pour parler en fait de la rédaction de l'article scientifique. On va aborder l'essentiel, quitte à approfondir plus tard. J'essaierai toujours d'être disponible pour organiser d'autres sessions véritablement parce que la thématique est vraiment très longue et on ne peut jamais tout dire en 1, 2 séances d'1 heure comme ceci. Alors donc, les types d'articles scientifiques, il faut d'abord savoir quel genre d'article scientifique on peut avoir. Il y a ce que nous appelons l'article de recherche. Donc, c'est ce que tout le monde fait de façon générale, hein, les articles classiques, donc qui vont présenter les résultats originaux d'une recherche. Donc, j'ai fait mon mémoire de master, j'ai eu des résultats intéressants, je veux publier, je vais faire un article de recherche. Mais il y a aussi ce que nous appelons l'article de synthèse, qui est la review article pour le système anglophone, qui est en fait une synthèse bibliographique qui présente un état de l'art sur un problème ou sur un sujet donné. Et de plus en plus, les écoles doctorales font la promotion des articles de synthèse, surtout en première année de thèse. Et ce n'est pas aller juste copier des articles à gauche et à droite, faire la compile et dire, bon, ça y est, on a un article de synthèse, ce n'est pas ça. C'est une analyse plus profonde en réalité. Et donc, il est conseillé en première année de thèse de commencer par évoluer sur cela. Mais nous avons aussi la note de recherche, qui est
plus courte que l'article de recherche et qui est en quelque sorte un préliminaire à un article plus grand. Donc, j'initie une recherche et je tombe sur quelque chose d'exceptionnel, par exemple, et euh, je souhaite rapidement informer la communauté universitaire. Je vais faire une note de recherche, une page, 2 pages, et plus tard, je pourrais faire un article de recherche plus développé. Mais de façon classique, c'est l'article de recherche que tout le monde fait prioritairement. Et donc, pour donner un peu plus de détails sur l'article de revue, donc la review article, donc, qui va présenter un bilan des connaissances sur un sujet donné, surtout sur la base de références récentes. Et donc, on laisse le plan à la discrétion des auteurs, puisque ici, vous ne pouvez pas adopter le plan IMRED traditionnel, donc introduction, matériel, méthode, résultat, discussion. Et vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas faire, vous n'avez pas de résultats. Vous n'avez pas fait de. Enfin, vous avez des résultats, mais vos résultats sont tirés en fait de vos analyses d'articles, etc. Donc, vous n'avez pas fait une expérimentation. Comprenez? Et vous proposez des analyses, vous prenez position, mais vous n'avez pas des résultats expérimentaux. Et donc, vous devez bien évidemment expliquer votre méthodologie de travail, comment vous avez collecté les articles, les mémoires, etc., comment vous avez fait le travail, sur quelle base vous avez fait l'analyse, quels sont les logiciels ou outils qui ont été utilisés. Vous devez pouvoir présenter cela. Et parmi les articles de synthèse, enfin, review, nous avons ce que nous appelons la revue systématique. La revue systématique qui peut s'allier également à des méta-analyses, vous voyez, et qui vont véritablement dépouiller les connaissances antérieures, vont vous permettre de prendre une position et de dire comment vous, en rentrant sur ce système, sur ce terrain, comment vous vous positionnez par rapport à l'état de l'art. Et donc, c'est un travail parfois plus profond et plus exigeant que l'article de recherche tout court. Donc, ce sont des notions en dehors de... OK. En dehors de ces articles spécifiques particuliers, Monsieur Parfait, priez, fermez votre micro, s'il vous plaît. OK, il y a beaucoup d'autres plans de rédaction possibles. Donc, j'ai parlé du plan IMRED pour les travaux expérimentaux. Pour ceux qui sont en zoologie ou en botanique, ils ont un autre plan, IMRED toujours, mais eux, ils associent un peu l'historique hein, et à ce plan-là. Et pour nos amis qui travaillent beaucoup dans les sciences sociales et qui sont plus ou moins appelés souvent à faire des travaux de synthèse. Il y a le plan ILPIA, donc on a d'autres hum, plans possibles, hein, Opéra pour ceux qui évoluent en sciences sociales, en épidémiologie, etc. Donc on a beaucoup hein, de plans possibles, même si IMRED est celui le plus généralement utilisé et rencontré. Et donc, quand on parle d'IMRED, c'est donc l'introduction, les matériels, méthodes, résultats, discussion et conclusion, bien sûr. Dans l'introduction, on veut voir votre question de recherche posée dans un contexte donné. C'est tout. Il n'y a pas de possibilité. Et pour y arriver, vous devez pouvoir adopter un plan en entonnoir. Donc, vous partez du général, vous venez au moins général, donc au plus spécifique. Et c'est en venant au plus spécifique que vous arrivez à montrer, en fait, les limites de votre domaine et qui vous pousse à vous pencher sur cette question de recherche.
Donc, si vous avez une introduction qui ne ressemble pas à un entonnoir, la question de recherche, généralement, n'est pas claire. Elle n'est pas claire dans la tête de l'auteur ou des auteurs. Dans la partie matériel et méthode, on veut savoir comment vous faites pour répondre à votre question de recherche. Comment vous répondez à cette question de recherche véritablement. Dans les résultats, on veut voir vos résultats nouveaux, importants, que vous avez eu à obtenir. Est-ce que grâce à votre étude, on arrive à mieux comprendre comment, par exemple, tel phénomène a lieu? On arrive à mieux comprendre pourquoi éviter tel aspect permet d'obtenir tel impact? Voilà ce qu'on attend de vos résultats. Et dans la discussion, c'est comment vous interprétez ces résultats-là. Bien sûr, en les répercutant sur des travaux antérieurs, en discutant, en disant, voilà, telle personne a eu un résultat différent du mien, mais pourquoi ce résultat est différent? Est-ce que c'est la saison pluvieuse qui est plus importante dans l'autre pays que dans mon pays, qui implique résultats, etc., etc. Il y a encore du bruit. Prière de fermer vos micros, s'il vous plaît. On ne va pas interrompre le professeur à chaque fois. Donc, veuillez faire attention. Merci bien. Et en conclusion, on veut voir en résumé quelle avancée vous apportez à la science. Quand vous suivez ce plan, vous avez déjà un article rédigé. Pour les autres plans, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'ils ne sont pas très, très courants. Par exemple, pour poser un diagnostic médical technologique, pour faire des articles de comparaison, donc comparer deux concepts, deux projets différents. Il y a un plan adapté, il y a l'approche du journaliste qui commence avec l'information essentielle. Les autres suivent par ordre d'importance. Il y a un plan qui suit la chronologie, par exemple, donc surtout pour nos amis des sciences liées à l'histoire, hein, au niveau de la flash ou de la fâche, c'est plus flash ou FLAC, voilà. Voilà, il y a ces différents plans-là. Alors, rédiger un article scientifique également, une autre notion importante, c'est les auteurs, les affiliations et les droits. Et l'ordre des auteurs dépend en général du degré d'implication de chacun, en principe. Il faut dire que les règles admises, c'est les règles IJMJE, et ICMJE plutôt, International Committee of Medical Journals Editors. Donc, ces règles sont généralement communes, hein, à toutes les revues, hein, puisque cela fait partie même de l'éthique. Et donc, qui est auteur, véritablement? C'est Kivionumi. OK. Monsieur Bah, Ray Jerry, veuillez bien fermer votre micro, s'il vous plaît. c'est pas très simple, hein? Non, je comprends pas. Je sais pas ce qui est aussi compliqué et je comprends pas. Non, On va en pas fait, interrompre le professeur à chaque fois, c'est pas possible. les prochaines fois, c'est important que vous-même, vous puissiez couper. Je ne sais pas si vous avez cet outil-là, mais vous pouvez couper les micros systématiquement. Oui. Quelqu'un peut être désigné pour couper les micros au lieu de laisser tout le monde. Oui. En tout Euh, cas, professeur, toutes nos excuses, hein. La prochaine fois, on va veiller à faire le nécessaire pour qu'on n'ait plus autant de perturbations. Pas de souci. Alors, donc, qui est auteur? Pour être auteur, il faut trois conditions essentielles. Contribuer de façon suffisante à la conception et à la mise au point du protocole expérimental, ou alors à l'acquisition des données, ou alors à l'analyse et l'interprétation des données,
Ensuite, contribuer de façon suffisante à la rédaction de l'article ou à la critique du contenu intellectuel. Et enfin, approuver la version finale publiée. Ça veut dire que s'il y a un article, vous êtes auteur, on peut vous demander des comptes au même rang que le premier auteur ou le dernier auteur. Généralement, dans notre contexte, on voit souvent des articles, on dit, bon, j'ai voulu vous faire plaisir, je vous ai mis sur un article. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Et pour ceux qui me font cette amitié, je leur dis, ne faites plus ça. Parce que je n'ai pas contribué à l'article, je ne sais pas de quoi ça parle. Et le fait de me mettre par amitié, vous me rendez responsable de quelque chose que je ne connais pas. Et scientifiquement, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Donc, ces 3 critères doivent être remplis pour que quelqu'un puisse être auteur. C'est extrêmement important. Quand déterminer les auteurs, il faut déterminer les auteurs déjà depuis le début de votre projet de recherche. Parce que ça crée énormément de difficultés, surtout avec les doctorants, qui prennent des engagements à gauche et à droite, et à la fin, ça devient une bagarre dans le positionnement. Parce que tantôt, des gens vont dire, je vais être dernier auteur. Des gens vont dire, je vais être premier auteur, je vais être deuxième auteur, qui est troisième auteur, etc., etc. Et en dehors des auteurs, il y en a un qu'on appelle, n'est-ce pas, l'auteur correspondant. Donc, vous verrez souvent l'auteur correspondant qui met ses coordonnées, son mail, son numéro de téléphone. Généralement, c'est celui-là qui est en contact avec la revue. Non, ce n'est pas forcément le premier auteur. C'est celui qui est disponible, celui qui a accès à Internet, celui qui peut interagir avec les éditeurs et les évaluateurs. Donc, celui qui va gérer cette plateforme-là jusqu'à la publication. C'est lui qu'on appelle l'auteur correspondant. Alors maintenant, dans quel ordre il faut positionner les auteurs? Généralement, le premier auteur, c'est celui qui est le plus engagé dans le travail. Donc, en l'occurrence, l'étudiant, le doctorant, on se comprend? Qui fait la synthèse des analyses expérimentales, coordonne la rédaction de l'article. Donc, celui qui a effectué le plus de travail, généralement, c'est les juniors qu'on met devant. Mais on est dans un contexte béninois ou africain où, vous voyez, il faut passer des grades. Donc, le jeune docteur qui doit passer maître assistant, qui définit un sujet, et vous-même, vous, en tant qu'étudiant de master ou en tant qu'étudiant faisant une thèse avec son patron, probablement, si c'est ce jeune docteur qui monte le protocole, va chercher le financement, supervise le travail, et que vous, l'étudiant, vous vous murez dans une posture d'exécutant, donc un peu comme une goutte d'eau qu'on dépose quelque part et qui ne bouge pas. Vous n'avez pas d'initiative, vous ne prenez aucune responsabilité, etc. Vous finissez de soutenir, vous disparaissez, puisque c'est souvent le problème des étudiants. C'est normal que le premier auteur ne soit pas vous, bien que vous ayez peut-être été à la paillasse, vous avez été le bras armé pour faire le travail. Donc, c'est important de comprendre cela. Le dernier auteur, souvent, c'est celui qui a fourni son expertise ou qui a guidé le travail de recherche. C'est souvent, généralement, le responsable de l'équipe. Vous voyez? Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, je ne suis plus intéressé par les premières places. Non, ça, c'est pour les juniors, c'est pour les doctorants, c'est pour les mémorants qui ont vraiment fait le travail. Mais aujourd'hui, moi, je vais me mettre en dernier auteur. C'est plus valeureux pour moi que d'être premier, deuxième, troisième auteur. Vous comprenez?
Et donc, le dernier auteur, dès qu'on lit l'article, on voit que c'est le chef qui est à la dernière place. Et donc, entre le premier et le dernier auteur, c'est par ordre décroissant des responsabilités. Avec en idée que quand on veut citer des articles, quand je vois Naoum par exemple, je vois Naoum et Hall. Si vous êtes au-delà des 3 premiers auteurs, on se rend compte que votre contribution au travail n'était pas super profonde en réalité. Donc, les 3 premières places sont très importantes si vous avez contribué véritablement au travail quand vous êtes junior. Et après, quand vous passez cette étape, c'est la dernière place qui est importante. Comment écrire le nom d'auteur scientifique? Nom d'auteur, ça pouvait avoir plusieurs prénoms hein, et un nom de famille, mais on conseille souvent d'avoir un seul nom pour publier. Vous voyez, moi, je m'appelle Douillon Tameillon Victorien. Quand je publie de manière désordonnée, tantôt Tameillon Victorien Douillon, tantôt Victorien Douillon tout court, tantôt Tameillon Douillon tout court, les algorithmes de citation me pénalisent un peu. Vous voyez? Parce que je vais perdre certaines publications. Tu comprends? Et donc, c'est souvent conseillé, lorsqu'on est au début, d'adopter un seul style. Si vous voulez Victorien Tameillon Douillon, vous y allez tout le temps comme ça. Ou alors, c'est Victorien Douillon et c'est tout le temps comme ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas très bon de faire le changement de plusieurs prénoms ou de changer de style tout le temps. Même chose pour les femmes scientifiques. Vous voyez, vous appelez Pauline Dossa, par exemple. Vous publiez Pauline Dossa tout le temps et brutalement, vous devenez Pauline Dossa Mendagbe, par exemple. Du coup, vous n'êtes plus Pauline Dossa. Donc, les algorithmes auront tendance à vous faire perdre les acquis en tant que Pauline Dossa. Donc, c'est important de comprendre cela. Souvent, ne changez pas votre nom scientifique, d'auteur scientifique. Je crois que votre mari ne va pas vous en vouloir trop profondément. Parce que ce qui est à perdre est plus élevé quand même de toute façon. Identifiez souvent votre affiliation. Donc, c'est l'institution où vous travaillez, l'institution où les travaux ont été menés, où vous êtes couramment joignable. Les remerciements et autres mentions demandées par la revue, il y a une rubrique remerciements. Et c'est là où vous rendez crédit à ceux qui vous ont remis leurs sous pour faire le travail, ceux qui ont fourni le matériel, ceux qui ont fourni, par exemple, des souches, parce que, vous voyez, le simple fait de fournir une souche, ça ne me rend pas auteur directement d'un article. Non, mais on peut me remercier. On peut remercier les paysans, on peut remercier les patients, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail-là. Si vous avez eu un projet financé, vous devez mettre les références. Et c'est ça qui permet aux institutions de financement de se dire, voilà, notre agent a permis de faire ceci, cela. Une autre mention importante, c'est le non-conflit d'intérêts. Vous voyez, par exemple, une industrie privée finance une recherche qui aboutit à la découverte d'un produit très utile contre le cancer, mais c'est mon argent que j'ai mis à votre disposition pour découvrir cette molécule-là. Je n'ai peut-être pas envie que cela soit publié. Vous voyez? Donc, les revues vont se rassurer que vous avez levé tout conflit d'intérêts et que vous le mentionnez très clairement dans votre soumission. Quand vous avez fini de faire tout ce travail qui n'est pas forcément visible, mais qui est important pour la réussite de l'exercice, vous pouvez maintenant vous attarder sur le titre, qui est le premier contact avec les lecteurs. Et donc, le titre doit pouvoir se comprendre tout seul, puisqu'il comprend toute l'information essentielle du test. La longueur, généralement, c'est entre 10 et 22 mots.
maximum. Vous devez éviter les mots inutiles puisque, ouais, si vous voulez écrire un article, c'est que vous avez fait une étude. Donc, inutile de dire encore étude de ou contribution à l'avancement de. C'est une recherche que vous avez faite. Donc, forcément, ça aboutit à l'avancement des connaissances. Ou encore considération sur tel. Remarque à propos de. Voilà autant de mots inutiles qui rallongent le titre et qui vous soumettent en fait à des risques de rejet de l'article. On pourrait choisir des titres informatifs, descriptifs ou incitatifs. L'essentiel, c'est que cela demeure attractif, précis et fidèle au contenu de l'article. Vous donnez un titre, on lit l'article et on retourne au titre. On voit que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, il faut éviter cela. Donc, quelques questions pour vous aider à construire le titre. C'est qu'est-ce que le lecteur doit retenir? Vous vous mettez à la place du lecteur. Quand il finit de lire mon article, qu'est-ce qu'il retient? C'est ce qu'il retient là qui est mon titre. À travers quoi, qui, pour qui, comment, où, quand et pourquoi. Est-ce que le lecteur comprend ce que vous dites? Le titre est-il adapté à votre message? Est-ce qu'il est positif et direct? Après le titre, nous avons le résumé. Le résumé qui est en fait un mini-article qui accompagne le titre. Donc, il doit pouvoir être autonome et compréhensible directement. Donc, vous n'avez pas dit dans votre résumé qu'on aille faire recours à l'article pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. Donc, quand je lis le résumé, je dois avoir une idée quand même assez profonde de ce qui est dans l'article. Donc, c'est un bloc de test qui comprend entre 100 et 400 mots, généralement rédigé après l'article. Donc, c'est quand vous avez fini d'écrire votre article que vous rédigez le résumé et non l'inverse. Parce que c'est quand vous avez fini que vous dites, OK, comment je résume ce travail que je veux publier là pour que les gens puissent mieux le comprendre. Et quand vous avez fini de rédiger le résumé, bien évidemment, vous avez ce que nous appelons les mots-clés, les keywords, 5 à 6, qui sont les plus représentatifs, c'est-à-dire quand on évoque votre article, à quel mot vous pensez qu'on ait recours, en fait, vous-même en tant qu'auteur. Puisque la revue va utiliser vos mots-clés là pour classer les articles par moteur de recherche. Donc, pensez plutôt, au lieu d'utiliser les mots du titre dans les mots-clés, pensez plutôt à des mots qui vous permettent de positionner l'article plus facilement sur Internet. Si des gens s'approchent, par exemple, de cette thématique, on puisse retrouver très rapidement votre article. C'est extrêmement important. Et donc, avant de venir à l'introduction, lorsque vous rédigez le résumé, vous avez les 5 parties essentielles. Vous avez le background, donc en une phrase, 2 phrases, vous énoncez le background, qui n'est rien d'autre en fait que ce que vous avez développé dans votre introduction. Donc, le background, l'objectif, en une phrase, les principaux résultats obtenus, et ça, vous le faites après la méthodologie, donc méthodologie succincte, les principaux résultats obtenus, et enfin, les implications de ces résultats-là. Ça fait les 5 parties, et vous avez votre résumé de 100 à 400 mots maximum. Maintenant, quand on vient à l'introduction, elle justifie l'étude et son objectif. Donc, doit pouvoir énoncer clairement l'hypothèse de recherche. Et le rôle de l'introduction, c'est de persuader le lecteur de l'importance du sujet et de l'originalité de l'objectif de la recherche présentée. Donc, elle va situer la recherche dans le contexte nécessaire et va s'appuyer sur des références bibliographiques. Et c'est à travers ces références bibliographiques que vous voyez ainsi le point des recherches antérieures. Puisque j'ai parlé d'entonnoir tout à l'heure, vous vous basez sur les recherches antérieures pour poser clairement votre problème et vous annoncer, n'est-ce pas, l'approche suivie.
Donc, l'introduction doit être compréhensible par un lecteur non spécialiste du domaine. C'est extrêmement important. Alors, à quel moment il faut rédiger l'introduction? Parce qu'au début de votre recherche, vous pouvez rédiger certains éléments au brouillon en vous basant sur la bibliographie, donc contexte, enjeux généraux, contexte spécifique, problèmes non résolus, et donc peut-être même l'hypothèse initiale de la recherche. Il faut dire que la formulation de l'hypothèse pour l'article va évoluer en fonction des résultats que vous obtenez dans votre recherche et de la discussion. Et donc, vous validez la rédaction de l'introduction après avoir rédigé votre discussion. En réalité, puisque c'est en interprétant les résultats que vous clarifiez vous-même à votre esprit, dans votre esprit, le message à faire passer. Et donc, du coup, l'hypothèse à poser en introduction. C'est ça, et la procédure. Donc, quand vous commencez, vous n'avez même pas encore analysé vos résultats, vous avez déjà rédigé votre introduction, vous l'avez verrouillé, c'est fermé. C'est difficile par la suite d'avoir un article. La structure de l'introduction, ici, donc, l'entonnoir qui va partir du général, donc du connu publié, au spécifique, qui est l'objectif de l'étude, ce qui est nouveau. Donc, première étape, vous allez parler du sujet de l'article et du contexte, ainsi que les enjeux larges connus. Donc, je peux aller, par exemple, j'ai fait une étude sur la résistance aux antimicrobiens. Je vais commencer par définir ce que c'est que la résistance aux antimicrobiens, son étendue au niveau mondial, quel est l'impact, quel est le danger, etc. Et dans l'étape 2, je vais parler des enjeux plus spécifiques. Donc, en quittant le monde, en Afrique, qu'est-ce que c'est? Au Bénin, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on en est pour l'état des lieux? Et l'étape 3 va me permettre de poser le problème spécifique dont la solution est inconnue et qui fait appel, en fait, à des besoins de recherche. Donc, dès que j'ai posé l'étape 3 là, je suis dans le vide de la littérature. Ça me permet, à l'étape 4, de passer le message de l'article, qui n'est rien d'autre que l'objectif spécifique de l'étude. Et l'étape 5, bien sûr, qui est facultative, donc selon le type de revue que vous avez, la justification de l'étude. L'étape 6 également, qui dépend des types d'articles où vous aurez peut-être à annoncer le plan que vous allez suivre pour votre article. Après l'introduction, nous passons au matériel et méthode. En fait, votre matériel et méthode donne les détails pour que le lecteur puisse juger de la validité de vos résultats. Je vais donner un exemple de mon domaine. Vous dites, par exemple, puisque je suis microbiologiste, donc souffrez que les exemples soient forcément là où je me retrouve. On a l'habitude d'avoir deux grands groupes de bactéries. Donc, nous avons les bactéries que nous appelons les grammes moins, nous avons les bactéries que nous appelons les grammes plus. Et quand vous avez les bactéries grammes moins, il y a des milieux de culture spécifiques sur lesquels vous devez les mettre. D'accord? Et donc, je dis dans ma méthodologie que je travaille sur une bactérie gramme plus, mais dans la méthodologie, j'utilise uniquement des milieux spécifiques aux bactéries gramme moins. Et donc, quand je prends l'article, je lis, je dis, ben, OK, dans le titre, on nous parle de bactéries gramme plus, mais quel milieu il a utilisé alors? Il a utilisé que des milieux de gramme moins. Du coup, le travail n'est pas crédible. Et ça, tout de suite, dans des revues sérieuses, l'évaluateur va noter ça immédiatement et demander un retour de l'article. Alors, comment décrire une méthode ou une technique selon qu'elle est peu connue ou nouvelle? Lorsque vous tombez dans des cas pareils, lorsque la méthode est de façon générale connue, standard ou maîtrisée de part et d'autre, vous citez simplement la référence bibliographique qui la décrit. Vous donnez quelques mots de rappel. Ça, c'est de façon
général. Quand est-ce qu'il faut rédiger la partie matériel et méthode? C'est dès la conception de la recherche. Dès que vous mettez en place les essais, les enquêtes, etc., vous devez déjà avoir cette partie rédigée, que vous continuez d'améliorer en cours de recherche. Parce que parfois, on a le protocole, mais au laboratoire, par exemple, on est obligé d'adapter les essais. Parce que tout ne se passe pas comme prévu. Vous avez des stress au niveau de vos micro-organismes. Donc, vous êtes obligé d'adapter les essais que vous devez rapporter dans votre partie méthodologie. C'est comme ça que vous améliorez la partie matériel et méthode en cours de recherche. Vous avez des événements imprévus, par exemple. Et une autre étape, c'est lors de l'analyse des données, le traitement statistique, véritablement. Vous devez continuer d'améliorer votre partie matériel et méthode. Dans tous les cas, il faut éviter les détails inutiles. Donc, quelques caractéristiques générales, la description du site, du milieu d'étude, des populations, les échantillons concernés, les durées de l'étude, un cadre théorique où vous pouvez aborder les variables étudiées, les relations entre elles, la mise en évidence des lacunes des connaissances sur le sujet traité. Vous avez parlé des produits réactifs utilisés, les numéros de l'eau, les fabricants, les appareils que vous avez utilisés. Parfois même, certaines revues exigent les numéros de série, puisque vous n'êtes pas sans savoir que si vous avez des appareils de mauvaise qualité, vous aurez des résultats de très mauvaise qualité également. Vous devez aborder le protocole expérimental et donc le type d'essai, la durée, le nombre de répétitions, les modalités de l'enquête, le contenu des questionnaires, les échantillons, comment vous avez fait les techniques d'échantillonnage, la distribution spatiale, les critères de sélection, etc., etc. Vous devez aborder les variables et paramètres observés, les méthodes et techniques d'observation, les tests statistiques et les logiciels correspondants. Il ne s'agit pas de dire XL Stata a été utilisé pour l'analyse statistique. Non, ce n'est pas ça. Quels sont les tests que vous avez eu à faire? Vous avez fait des tests paramétriques, lesquels? Vous avez fait des tests non paramétriques, lesquels? C'est ça qui permet à l'évaluateur de dire, OK, il avait des données représentées de telle manière, voilà pourquoi il a utilisé des tests non paramétriques. C'est logique ou pas, ou ce n'est pas logique, et ainsi de suite. Vous devez aborder le respect de l'éthique. Est-ce que vous avez eu un avis éthique avant votre étude? Vous donnez le numéro. Certaines revues demandent qu'on charge en ligne le document éthique délivré par la commission éthique. Donc, de toute façon, vous devez préciser la conformité de vos travaux avec les principes éthiques. À quoi servent maintenant les résultats? C'est là où le lecteur va découvrir ce que vous avez trouvé. Et donc, vous devez pouvoir décrire suffisamment les résultats avec une clarté qui permette de rejeter tout doute par rapport à votre travail. Donc, il faut pouvoir utiliser des figures, des tableaux autonomes qui parlent d'eux-mêmes, en fait. On ne doit pas lire un tableau et maintenant devoir vous appeler pour dire, bon, qu'est-ce que vous vouliez dire dans le tableau? Donc, les légendes doivent être suffisamment complètes pour qu'on comprenne le tableau de lui-même. Et l'autre piège, vous pouvez avoir 500 résultats. Ce n'est pas tout que vous devez présenter. Vous devez trier les résultats. Il y a des résultats majeurs et 1 ou 2, 3 résultats secondaires qui permettent de soutenir ce résultat majeur. C'est tout. Vous avez les résultats. Et c'est ça qui doit être lié à l'objectif de départ et donc au titre que vous avez vous-même positionné pour votre article. Après cela, nous passons à la discussion qui met en valeur les résultats et les aspects importants de la recherche. Donc, c'est un argumentaire qui donne du poids à votre travail, qui montre que vraiment, le travail a été important, c'était utile. Donc, quelques erreurs à éviter, c'est de déborder des objectifs définis dans l'introduction ou carrément d'oublier un des objectifs initiaux, ça arrive très souvent, de présenter des données nouvelles sur le matériel, la méthode ou les résultats, de faire dire à un auteur ce qu'il n'a pas écrit, parce que vous n'êtes pas allé lire l'article, vous avez cité un contemporain ou un collègue qui a
citer l'article, donc vous reprenez cette citation, et cela on aboutit finalement au fait que l'auteur n'a jamais dit ce que vous êtes en train de dire. Ou alors de citer un auteur sans référence bibliographique. C'est du plagiat. Et c'est durement sanctionné en sciences. Vous transformez alors la discussion en un historique de sujet. Il faut éviter. Encore moins d'attaquer le travail des autres. Vous n'êtes pas là pour attaquer le travail des autres parce que vous n'êtes pas en train de prendre une position scientifique. Vous ne pouvez pas attaquer. Et enfin, la conclusion qui permet d'extraire l'argument principal de l'article scientifique, donnant donc un sens de finalité à l'article. Donc, vous devez pouvoir résumer la question relative à quoi, pourquoi, comment, et essayer de démontrer en quoi les idées clés présentées dans l'introduction servent à renforcer l'argument que vous avez essayé d'établir. De façon générale, quelques critères de qualité de manuscrit scientifique. Il y a l'importance, l'actualité, la pertinence et l'ampleur du problème traité. Il y a la qualité du style d'écriture. Si vous écrivez en français et à chaque 2 lignes, il y a 6 fautes, vous réduisez les chances que quelqu'un puisse accorder du crédit à cet article-là. C'est la même chose en anglais, d'ailleurs. Il faut l'adéquation de la méthodologie avec les objectifs de l'étude. Il y a la qualité de la revue de la littérature, c'est-à-dire vous avez suffisamment lu, vous avez pris position. L'utilisation d'un échantillonnage adéquat, donc si vos conclusions de toute façon ne peuvent pas dépasser 10 échantillons par exemple, on n'accordera pas de crédit à vos volets statistiques. Il y a l'originalité et la portée de l'étude, la profondeur et la qualité des résultats. Alors, où soumettre mon article scientifique et comment choisir la bonne revue? La revue scientifique, de façon générale, est liée au taux d'acceptation ou de rejet des articles. Vous avez des revues qui ont un taux d'acceptation de peut-être 10-15%. Et plus le taux d'acceptation est bas, plus la revue est cotée. Donc, vous allez entendre parler des revues de rang A ou des revues à facteur d'impact. Plus un chercheur publie dans des revues à facteur d'impact, mieux c'est pour son équipe, mieux c'est pour sa carrière, mieux c'est pour sa renommée. Vous voyez, quand vous publiez par exemple dans une revue Nature, en fait, la revue elle-même vous donne la caution scientifique. Donc, ça parle en réalité. Donc, vous devez pouvoir viser davantage ces facteurs d'impact. Et pour attribuer des prix, pour attribuer des grants, de plus en plus, on va vers les facteurs d'impact. Les gros systèmes de promotion font recours aux facteurs d'impact. Donc, on regarde véritablement quel est l'impact de la revue. Choisir une revue, une bonne revue, c'est de faire une bonne correspondance entre le titre, le résumé, les mots-clés et la discipline du candidat. Moi, je suis microbiologiste. Si je me mets à publier dans une revue de mathématiques, ça peut arriver parce que je vais peut-être montrer un phénomène mathématique lié à la préparation de milieux ou bien à l'explication de mécanismes d'action quelque part. Je peux publier dans une revue de mathématiques. Mais ça ne va pas être à première intention. Vous comprenez? Et logiquement, on verra un mathématicien avec moi sur la publie, puisque je ne suis pas un mathématicien de base. Il faut pouvoir faire cela. Il y a quelques outils, Journal Finder, elsevier.com, par exemple, qui vous permettent, juste en tapant ici votre résumé, vous faites Find Journals. Il vous propose les revues qui matchent avec votre travail. Et vous n'avez plus qu'à soumettre. Nous avons également ceci, mgclarivate.com. Ici, vous mettez le titre de votre travail, vous mettez le résumé et vous cliquez Find Journal. Et il vous propose, n'est-ce pas, des revues adaptées que vous pourrez utiliser pour soumettre votre travail. Alors, quand vous utilisez ces outils que j'ai montrés là, vous ne pouvez pas avoir des revues prédatrices. C'est impossible. Vous ne pouvez pas tomber dans ce piège-là. Ou dois-je, bon, je
conseille moins Doage parce que Doage aussi est bourré de revues prédatrices aujourd'hui. Quoi qu'ils en aient fait un travail de fond, mais je déconseillerais ça. J'ai mis parce que, bon, pour des débutants, c'est utile. Mais il y a beaucoup de revues prédatrices qui ont infiltré déjà Doage, contrairement aux deux autres outils que j'ai montrés. Alors, comment évaluer la notoriété d'une revue? Les revues sont évaluées par ce que nous appelons le Shimago Journal Rank. Donc, c'est cet outil qui montre la notoriété, en fait, d'une revue, véritablement. Donc, vous êtes intéressé par une revue, vous pouvez taper et voir quelle est sa notoriété, et puis cela vous permet de choisir en tout état de cause. Alors, où soumettre l'article et choisir la bonne revue, cela me permet d'aborder la question des revues pirates ou prédatrices qui utilisent la pression des chercheurs. Aujourd'hui, il faut publier ou périr, en fait. Et plus vous publiez, mieux vous êtes connu, etc., etc. Donc, cela a permis à des revues, des conférences même, hein, douteuses, parasites ou illégitimes de voir le jour. Vous voyez, un peu comme cet aigle-là, qui est un grand prédateur. Donc, ces revues sont exactement comme l'aigle, vont vous dépouiller de vos sous, de votre argent, sans aucune valeur scientifique en réalité. Quelques-unes de leurs caractéristiques, ce sont les modèles payés pour publier. Donc, parfois, même vous, en tant que, s'il y a des doctorants en ligne aujourd'hui ou même des masters, vous soumettez une publication, vous-même, avec votre anglais vacillant là, vous voyez qu'il y a encore des choses à corriger, mais la revue vous dit que l'article est accepté. Vous comprenez? Ou vous recevez beaucoup de mails qui, oui, cher docteur, alors que vous n'êtes même pas encore docteur, parfois même cher professeur, alors que vous êtes encore un étudiant en master. On a lu tel travail, on souhaiterait que vous soumettiez dans notre base, etc. Bref, ils utilisent le modèle payé pour présenter sans examen. Donc, en fait, il n'y a aucune valeur scientifique derrière. On peut publier n'importe quoi. Et je me rappelle cette histoire hein, d'un auteur, d'un scientifique européen qui a écrit un jour Get me off your fucking mailing list. C'est le message. Il a mis ce titre-là. Parce qu'il recevait beaucoup de mails de la revue. Une revue qui existe véritablement, pirate évidemment. Et comme résumé, ce n'était rien d'autre que Get me off your fucking mailing list. Il a aligné ça pendant toute la demi-page là et il a envoyé. 2 jours après, la revue répond en disant votre article est accepté, veuillez payer 150 € pour la publication. Donc, si on arrive à publier des choses pareilles, vous imaginez où va la science. Donc, c'est extrêmement important d'éviter ces revues qui, en fait, sont des loups, mais portent le manteau de moutons, ou bien de brebis, en fait. Et malheureusement, leur nombre augmente chaque année. En 2022, on était à 15 500. Je crois que maintenant, on doit être à 30 000. Et le phénomène est encore plus grave maintenant en Afrique. Il y a beaucoup de confusion hein, en ce qui concerne ces revues. On ne sait plus vraiment où est-ce qu'il faut se mettre parce que même les grosses revues font payer pour le modèle en ligne. Quand vous prenez Elsevier, vous payez 1 500, 2 000 €. Quand vous prenez MDPI, je n'en parle pas. Quand vous prenez même les revues Nature, vous payez 2 000, 3 000 € parfois. Et donc, on ne sait plus véritablement où est-ce qu'on se met. Si les grosses revues aussi font payer, les revues prédatrices font payer, bon, finalement, quel est le problème? Donc, c'est difficile de surveiller ces revues-là. Et voilà pourquoi un groupe de recherche auquel j'avais participé il y a quelques années a mis en place ce que nous appelons l'approche du spectre. C'est un outil qui aide les chercheurs à réduire le risque de devenir une proie, en fait.
Et ce spread, le voici. Plus on est dans le rouge, plus le risque est élevé. Donc, vous voyez quelques indicateurs typiques. Examen par les pairs inexistants. On reproduit d'autres revues qui existent, de faux comités de rédaction, des facteurs d'impact faux ou alternatifs. Vous allez voir certaines revues, on va mettre facteur d'impact 5, et quelques manuellement calculé. Vous devez prendre vos jambes à votre cou immédiatement. Parce que le facteur d'impact n'est pas manuellement calculé. Et une revue de moins de 2 ans qui clame avoir un facteur d'impact égal à 7, c'est trop gros pour passer. Ce n'est pas possible. Pour qu'une revue ait un facteur d'impact égal à 7, c'est qu'il existe au moins depuis 20 ans, depuis 25 ans minimum. Donc, ça doit être des choses qui alertent tout de suite. Vous voyez? Plus on évolue vers la revue de faible qualité parce que la revue peut être de faible qualité sans être pirate. Je prends l'exemple de nos revues nationales. On ne va pas dire que c'est pirate, non. Mais parce qu'il n'y a pas de comité éditorial, c'est une seule personne peut-être qui fait tout, il doit faire ses cours, etc., etc. Il n'existe pas en ligne. Il ne faut pas de tracking du plagiat parce que la revue n'a pas de moyens, etc. On ne va pas dire que cette revue se retrouve dans une fraude, non, mais plutôt dans une revue de faible qualité. Donc, vous voyez, on passe à l'orange. Plus on évolue, on vient dans le vert. Donc, tant que vous choisissez des revues qui sont dans le vert ici, c'est que vous avez un risque faible de tomber dans ce piège et donc pour publier dans une revue de bonne qualité, qualité verte, intéressante. Et quelques outils existent, hein, AuthorEd, Stroke Predatory Journals, dont vous avez le lien ici, Copé, Doage, j'en ai parlé. Ici, c'est Clarivate, Think, Check and Submit. Donc, vous pouvez exploiter tout cela. Avec ces outils aujourd'hui, choisir de publier dans une revue pirate, c'est un choix. Ce n'est plus par accident, ce n'est plus par, comment on appelle, par ignorance. Donc, il faut extrêmement faire attention. Je vais donc finir par le cycle de la publication scientifique. Donc, tout commence par, n'est-ce pas, ici, la création. Donc, vous avez le financement de la recherche, où vous êtes votre auto-financeur, c'est ça, non? Et ensuite, le travail soumis est évalué. Il y a tout le processus de publication qui va avec. Ensuite, la dissémination, donc le travail est ventilé un peu partout. Il y a la préservation à travers les copies et en fait, la réutilisation de votre travail parce que vous faites un travail, il doit pouvoir être cité par les travaux ultérieurs. Donc, cité, utilisé pour améliorer les connaissances dans tel ou tel domaine. Une autre notion importante, c'est le cover letter. Je trouve que c'est important. Lorsque vous êtes prêt à soumettre, on va vous demander ce que les revues appellent la cover letter, qui résume brièvement votre recherche et dit clairement pourquoi elle devrait intéresser les lecteurs de la revue. Quand vous bâclez la cover letter, le lecteur, non pas le lecteur, on est encore à l'étape d'éditeur. L'éditeur de la revue, il lit le cover letter, il se dit, je ne suis pas intéressé. Il rejette 2 jours après, il vous dit, écoutez, votre travail n'intéresse pas à notre ligne éditoriale, donc on vous souhaite beaucoup de courage ailleurs. Donc, c'est extrêmement important de prendre soin de cette partie-là. Lors de la soumission, il faut suivre attentivement les directives de soumission sur la page de l'article. Vous devez être patient, respecter les consignes de la revue parce que c'est des motifs de rejet. Et l'éditeur ne vous connaît pas. Il n'est pas affilié à votre faculté. Donc, il rejette, c'est définitif. Il y a même pas de, vous ne pouvez même pas l'insulter. C'est gratuit. Il rejette et puis il passe à autre chose. Il est bon d'inclure davantage les identifiants ORCID. Donc, les identifiants ORCID qui permettent d'identifier vos travaux publiés de manière éthique. Les principes de l'évaluation des manuscrits, parce qu'on va envoyer à des pairs. Il n'y a pas de notion de hiérarchie. J'écris un article, tout maître de conférence que je sois, un chercheur britannique
qui est simple docteur, va évaluer et va dire qu'il rejette l'article sans état d'âme, en se basant sur des critères scientifiques. Ce que nous ne pouvons pas faire ici forcément, parce qu'il y a toujours, oh, ben, il est professeur titulaire, il est ceci, il est cela, bon, bref, anyway. Les référés, donc ceux qui vont évaluer, sont inconnus des auteurs. Ils sont sollicités par l'éditeur selon leur domaine de compétence. Mais parfois, quand vous avez des conflits d'intérêts, vous pouvez dire, j'ai un conflit d'intérêts, je ne pourrai pas évaluer et ce travail. Donc, vous soumettez le manuscrit. Il y a la réponse de l'éditeur qui rejette. Si c'est possible, il peut rejeter immédiatement parce que vous n'avez pas respecté les instructions aux auteurs. Votre sujet est hors du domaine de la revue ou votre étude concerne uniquement peut-être Boycon, qui est votre point d'ancrage. Et donc, je dis, ce n'est pas très utile que le monde soit impacté par ce travail. Il rejette immédiatement. Ou alors, il va solliciter les référés. Envoyer le manuscrit avec les guides d'évaluation. Les référés vont étudier et répondre à l'éditeur en disant « Je conseille que le travail soit accepté ou avec révision majeure, révision mineure, ou alors soit rejeté purement et simplement avec une argumentation détaillée. » L'éditeur va faire la synthèse et considérer les avis des référés avec les manuscrits annotés et prendre sa décision. Il va vous envoyer, vous, auteur, vous allez devoir faire la révision du manuscrit. Si cela n'a pas été rejeté, lorsque vous finissez, vous retournez ça encore à l'éditeur et maintenant, l'éditeur va prendre la décision d'accepter le travail. Donc, le délai de publication, ça peut passer de quelques mois à plus d'1 an. Vous avez des revues qui font 1 an, 2 ans avant de publier. Et les taux d'acceptation sont très, 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 très variables. Par exemple, dans Nature, vous avez 5% d'acceptation. C'est-à-dire que la probabilité qu'on rejette est très élevée. Quelques motifs de rejet, c'est que le titre de l'article n'est pas approprié, le matériel manque, vous n'avez pas respecté les directives de la revue, vous avez fait du plagiat ou vous avez fait des répétitions excessives et donc l'éditeur rejette. La langue n'est pas adaptée, c'est une revue francophone, mais vous écrivez avec beaucoup de fautes, vous n'avez pas un style concis, vous avez des phrases redondantes, l'éditeur rejette. Ou alors vous utilisez des statistiques inappropriées. Il y a des erreurs dans les références. Le monsieur dit d'utiliser Avad, le style de référence Avad, vous utilisez Vancouver. Et finalement, il se dit, bon, je rejette parce que je ne veux pas me fatiguer. Un mot de fin, c'est quelques conseils, tout comme un écrivain est jugé par la profondeur et l'impact de ses livres. Quand je dis Alain Mbankou, pour s'il y a des Camerounais ici, vous savez de qui je parle. Quand je dis Florent Kwaozoti, s'il y a des Béninois qui aiment lire, vous savez de qui je parle. Vous voyez, donc, on juge l'écrivain à sa plume. De la même façon, le chercheur est évalué par la qualité et la portée de ses publications. Donc, chaque article que vous publiez, c'est une pierre ajoutée à l'édifice. Donc, vous devez prioriser la qualité et non la quantité, en restant vigilant aux revues prédatrices qui vont nuire à coup sûr à votre réputation et à votre carrière. Et comme toute notion en science, vous ne pouvez jamais faire la science en vase clos. Vous devez travailler en équipe. C'est l'équipe qui constitue la plus grande force. Et voilà un peu ce que j'avais à partager avec tout un chacun. J'espère que je n'ai pas... Merci, professeur. Non. Ça fait pratiquement plus d'une heure de présentation très détaillée. Et ça, j'avoue, je pense que c'est pratiquement un cours qu'on a reçu de vous. Ça va au-delà des webinaires. Et d'avance, je voulais présenter les excuses à tout le monde parce que j'avais un petit souci de santé au début, mais tout est rentré dans l'ordre. Les questions que j'ai prévues, il y en a tellement que je préfère plutôt laisser les participants poser leurs questions et pour que ça soit beaucoup plus, pour qu'ils gagnent beaucoup plus en partageant leurs préoccupations, leurs besoins. Je ne sais pas si déjà on peut avoir des préoccupations là, tout de suite. Vous pouvez lever la main. Est-ce qu'il y a des préoccupations là tout de suite? Sinon, je peux aller avec les préoccupations d'ordre général aussi.
Alors, s'il n'y a pas quelqu'un pour intervenir tout de suite par rapport à une préoccupation, alors pour ça, aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'IA générative. Et donc, quand on écrit un article scientifique, on est peut-être tenté aussi de faire recours à des IA génératives. Est-ce que, par rapport à ça, vous avez un conseil à donner? Oui, l'utilisation de l'intelligence artificielle, en fait, ça fait partie du mal nécessaire. Aujourd'hui, je dis souvent à mes étudiants, à mes collaborateurs de s'en abstenir, mais c'est un peu comme les films pornographiques. Personne ne suit, mais d'où viennent les abonnés alors de ça? Alors, quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous avez utilisé ChatGPT? On dit non, 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 moi je n'en utilise pas. Mais qui utilise finalement? Donc, c'est un mal nécessaire. Et généralement, je dis souvent, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour son côté bénéfique. Autrement, je ne suis pas anglophone, je parle français. J'ai fini de faire mon article. J'ai fait l'effort. Je demande à l'intelligence artificielle de me voir l'anglais. Donc, de m'améliorer l'anglais que j'ai eu à proposer. Ça, c'est admis. Et les revues aujourd'hui, les revues sérieuses, commencent par vous poser la question. Est-ce que vous avez utilisé de l'intelligence artificielle? La réponse dans ce cas, c'est oui. Qu'est-ce que vous en avez fait? Je l'ai utilisé pour faire une traduction. Mais quand vous utilisez carrément l'intelligence artificielle en disant, OK, écoute, ChatGPT, rédige-moi un article qui parle de ceci, 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 ça, c'est du banditisme scientifique. Et le jour où on va vous attraper, vous serez traité comme tel. Parce que, heureusement, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui contrôlent l'utilisation d'intelligence artificielle. Donc, quand vous allez publier dans 2 ans, 3 ans, ou dans 5 ans, dans 10 ans, vous devenez un grand chercheur quelque part, et qu'on arrive à prouver que votre article a été initié entièrement grâce à de l'intelligence artificielle, et donc que vous avez fait de la fraude scientifique, vous allez devoir en payer les conséquences. Donc, il faut être conscient de ce danger-là et utiliser l'intelligence artificielle avec précaution et uniquement après avoir fait l'effort. Ça, c'est mon avis sur la question. Merci, professeur Brice. Monsieur Brijossou, vous avez une question, c'est bien ça? Et monsieur Awedeu Ali, Oui, d'accord, vous avez merci. la parole. Euh, vous me recevez, j'espère. Allô? Oui, oui, allez-y. Ok, merci. Euh, Nous remercions le professeur pour sa brillante présentation. Euh, Merci pour l'organisation qui est faite. Ma préoccupation est celle-ci. Dans le principe de citation des auteurs, je me demande s'il faut forcément de la carrière universitaire. Je m'explique mieux, c'est-à-dire que vous voulez citer ceux qui ont contribué à avoir l'article dans l'ordre. Si la personne est professionnelle, mais il n'est pas dans la carrière universitaire, est-ce qu'on peut le citer? Je vous remercie. Alors, si je comprends bien, ce n'est pas la citation, c'est le choix des auteurs, en fait. Oui, Si oui, 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 le choix des auteurs. le milieu professionnel peut être auteur sur une publication, absolument, à condition qu'il y ait contribué. Il n'est pas dit que c'est uniquement celui qui a vocation de chercheur pur et dur qui soit capable d'être auteur. S'il a contribué et il justifie des conditions pour être auteur, absolument, il doit l'être. Autrement, ça pourrait être très peu éthique de l'utiliser et de ne pas le rendre auteur. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Awidou Ali avait... Ah, non, c'est Brice Josso, je pense. Oui, Monsieur Josso avait la main levée tout à l'heure. oui, Avez-vous une question? oui, il y a des questions. Très bien. Bonjour, Allez-y. professeur. Bonjour, chers organisateurs. Merci pour l'opportunité. Et c'est toujours intéressant d'écouter le professeur Douillon. Je suis Jossou Brice, je suis du département de génie de l'environnement à l'EPAC. Et au cours de ma formation, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer au cours d'un séminaire que vous nous faites au département de génie de niveau master. Alors, bon, mes questions sont celles-ci. Professeur, et par rapport aux thématiques émergentes en Afrique, telles que le financement du marché carbone, l'empreinte carbone, lorsqu'on parle de cette thématique en Afrique, vous voyez qu'il y a moins de publications dans cette thématique-là en Afrique, surtout au Bénin. Donc, lorsqu'on veut citer... Allô? Oui, Lorsqu'on parle il faut citer les publications scientifiques dans ce domaine. Vous êtes limité. Parfois, vous êtes limité dans ce domaine-là. Dans les publications, vous êtes limité. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième question, est-ce qu'il y a un nombre maximal d'auteurs qu'il faut citer dans une introduction? Troisième question, la question de plagiat, vous l'avez abordée rapidement. Chaque fois, ça vient dans votre lèvre là. Et je voudrais vous demander, dans quel cas qu'il faut parler de plagiat? Est-ce que le cas que vous avez cité, par exemple, un auteur que moi, par exemple, j'ai cité, bon, je n'ai pas vu le document même, c'est-à-dire l'article même, mais j'ai lu un mémoire dans lequel quelqu'un a cité, et moi-même, je suis en train d'utiliser ça, de mentionner ça dans ma rédaction. Est-ce que ça suffit simplement pour dire que j'ai fait du plagiat? Voilà. Pour ça, permettez-moi, est-ce qu'il y a une technique pour éviter le plagiat? Monsieur Brijossou, merci pour vos préoccupations. Je pense qu'il y a tellement de questions dans cette intervention. Peut-être le professeur va... Merci beaucoup. Oui, allez. Oui. Le reste, vous pouvez tout de suite aussi mettre vos préoccupations directement dans le chat. Ça permettra de regrouper tout de suite les préoccupations aussi. Alors, oui, merci beaucoup. C'est vrai que si on doit parler de plagiat aussi, c'est un autre point, hein. On peut en parler pendant toute une journée. Mais le cas dont j'ai parlé, effectivement, c'est du plagiat. Vous êtes responsable de ce que vous mettez dans une publication scientifique. Donc, avant d'affirmer, vous devez pouvoir aller vérifier. C'est la paresse et l'envie d'aller très vite qui font qu'on fait confiance à l'autre en réalité. Sinon, ça ne devrait pas être le cas. Mon voisin a cité telle publication, je dois aller chercher la publication source et me rassurer effectivement que nous sommes dans la même longueur d'onde, sinon autrement, c'est du plagiat. Le plagiat, c'est le fait de s'attribuer en fait des conclusions ou des états qui ne proviennent pas de soi-même. En fait, c'est ça le plagiat. Et que ce soit ce que nous appelons l'auto-plagiat, donc j'ai publié des résultats et 2 mois après, je republie un tableau de ces résultats initialement publiés là, je les republie sans citer l'article précédent, c'est de l'autoplagiat, c'est durement sanctionné. Donc, c'est ce que je peux dire brièvement par rapport au plagiat. Je ne sais pas si les organisateurs pourraient organiser, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, puisque je ne sais pas vraiment comment mon agenda est, pour parler pendant 2 heures peut-être de cette notion de plagiat. Ça permettra de venir plus en détail sur cela et sur la technique pour éviter le plagiat. Mais déjà, pour éviter le plagiat, il faut pouvoir lire tout ce que vous citez. Lisez vous-même. Généralement, on voit des étudiants qui mettent comme référence bibliographique, ils vont en mettre peut-être une cinquantaine. Je m'amuse souvent, c'est rigolo, mais en fait, ils ne comprennent pas. Je m'amuse à prendre une référence, je dis, OK, parlez-moi de celle-ci. Généralement, ils
ils n'en savent rien parce qu'ils ont juste copié le mémoire du voisin, ils ont copié ses références qui sont venus plaquer. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Bon, pour les mémoires encore, ça passe. Mais dans un article scientifique, si vous faites ça, vous courez le risque un beau matin quand vous traitez de plagiat. Donc, éviter le plagiat, c'est déjà s'assurer des sources qu'on cite soi-même. C'est le premier critère, ça, c'est le meilleur moyen. Combien de références dans une introduction? Il est recommandé 7 à 10. Quand vous faites 7 à 10 références citées dans une introduction, vous êtes dans la norme. Alors, la question de footprint carbone, en fait, oui, il y a des domaines comme ça où vous êtes tout nouveau, il n'y a pas beaucoup de données, mais ici, dans le cas d'espèce, et j'ai aimé l'exemple, on a la chance quand même que les pays africains partagent en fait la même réalité, plus ou moins, plus ou moins. Donc, cette question de quantité de gaz à effet de serre induite par la demande intérieure du pays. Donc, même si au Bénin, il n'y a pas beaucoup de données, on peut regarder au niveau, n'est-ce pas, du Sénégal, de Burkina Faso, on peut voir à côté de la Côte d'Ivoire, etc., pour construire, bâtir sa problématique et poser, dans le cas d'espèces, comme problème à solutionner, comme question de recherche, le fait que les données soient fragiles au Bénin, le fait que, par exemple, le changement climatique auquel nous faisons face de plus en plus aujourd'hui puisse constituer une donnée qui modifie la situation. Ça, c'est possible. Ou alors, vous voyez, on n'a plus forcément les mêmes saisons qu'avant. Avant, on connaissait la saison pluvieuse, ça part de quand à quand. La saison sèche, ça part de quand à quand. Mais aujourd'hui, bien malin qui peut dire, voilà, réellement, les étendues des saisons. Donc, ça pourrait avoir un impact sur cette notion d'empreinte carbone et donc justifier totalement qu'on puisse mener une recherche au Bénin, mais en se basant sur, n'est-ce pas, les données existantes dans les pays de la sous-région, parce qu'on a pu montrer que, voilà, nous avons peut-être les mêmes conditions de façon générale, etc. Donc, voilà quelques astuces qui pourraient être utilisées. Je vous retourne la parole. Professeur, moi j'ai tout de suite une préoccupation. Est-ce que c'est possible de publier un article scientifique dans une revue et de le ramener dans une autre, par exemple? C'est-à-dire, vous publiez dans une revue pirate et après, vous voulez mettre dans une revue sérieuse. Non, bon, que la revue soit pirate ou pas, mais dans plusieurs revues à la fois. Non, les mêmes résultats sont publiés une seule fois. On ne peut pas faire une publication de plusieurs, enfin, de mêmes résultats dans plusieurs revues. Ça ne se fait pas. Et voilà pourquoi, lorsque vous voulez soumettre, la revue se rassure et met, il y a une question, est-ce que ces données ont déjà fait l'objet d'une publication ultérieure? Quand vous répondez oui, le processus s'arrête. Okay. Vous C'était une question de Raïd Djeri, je pense que j'ai bien prononcé le nom. Il y a M. Parfait à Boyana qui demande si en tant que, voilà, si avec un niveau master, on peut publier un article scientifique. Je pense oui, et peut-être que vous pouvez l'encourager davantage à le faire avec votre réponse. Oui, oui, vous pouvez le faire avec un niveau master, mais vous n'êtes jamais, vous ne pouvez pas, en tout cas quand je prends le contexte béninois, avec un niveau master, vous ne pouvez pas disposer des données. Vous n'êtes pas seul, en fait. Donc, vous le faites sous le coup d'une équipe, en réalité. Il ne faut pas vous lever et aller publier, non. Ça va être sous le coup d'une équipe, en fait. Justement, il y a aussi M. Karim Abdoul, je pense qu'il est à la Grimette, qui demande si en tant qu'ingénieur, il peut publier dans un journal. Absolument. Je pense qu'il est ingénieur météo, je pense que. Bien sûr. Si vous avez des données intéressantes, vous pouvez tout à fait publier. Une question de Maouignon qui demande s'il faut attendre d'abord que tous les aspects de la recherche soient finalisés ou peut-on publier des résultats intermédiaires, une partie certainement des résultats obtenus. En publiant une partie, c'est-à-dire vous risquez de tomber
dans ce que j'appelle l'auto-plagiat, puisque, vous voyez, souvent les résultats sont liés les uns aux autres. Donc, si vous avez publié une partie, encore que les revues peuvent vous demander d'aller finir le travail avant de revenir, même si vous y arrivez, la probabilité de publier maintenant la suite des travaux sans faire recours à la partie que vous avez déjà soumise. En fait, tout est dynamique. Tout dépend de ce que vous avez en main et tout dépend de l'angle que l'équipe décide d'attaquer. D'accord. Il y a M. Oumar Maladé, je pense, qui demande, compte tenu des coûts de publication, est-ce qu'il y a des accompagnements possibles, peut-être pour soumettre un abstract à une conférence ou bien publier un article scientifique? Est-ce qu'il y a des accompagnements pour pouvoir le faire? Alors, quand vous prenez le système européen, eux, ils sont plus organisés. Moi, je sais, par exemple, en Chine, quand vous publiez dans une très grosse revue, mais tous les auteurs ont systématiquement $5 000 chacun. Donc, forcément, ça oblige tout le monde à courir, à publier dans de grosses revues. Donc, ça oblige, in fine, tout le monde à faire de la bonne science. Mais chez nous, ici, moi, mes doctorants savent, je ne peux pas compter combien de fois j'ai déjà sorti 2 millions, 3 millions pour payer certains articles scientifiques. Tu comprends? J'ai eu à publier dans Nature, mais c'est pas aller quelque part, comme on le dit souvent, plusieurs fois. Et donc, malheureusement, on est dans un système où l'État n'a pas encore forcément les ressources pour régler ces questions-là. Donc, quand vous devez faire face à des coûts immenses comme ça, généralement, ça sort de la poche des chercheurs. Ou alors, vous êtes sur un projet et le projet avait inclus le paiement des publications. Donc, dès que vous avez l'acceptation, vous passez la facture et puis on paye les 2 000, les 3 000 $. Si ce n'est pas ce cas-là et que vous avez pu avoir votre travail vous-même, vous l'avez fait accepter par une revue de rang A, vous allez devoir payer vous-même en faisant cotiser, par exemple, les auteurs, les co-auteurs, ou autrement, vous êtes obligé de perdre la publication. Donc, après, on regarde quel est l'impact de cette publication dans ma carrière, dans mon CV. Et c'est ça qui fait faire ces investissements-là. Parce que si vous attendez l'État, vous allez attendre bien longtemps. Est-ce que peut-être il faut instaurer une sorte de bourse, comme on le fait souvent, comme il était question déjà pour les mémoires de master, quand on finit de soutenir un mémoire de master, on a des primes de master. Est-ce qu'il faut alors donc instaurer ces primes-là aussi pour les publications scientifiques? Oui, bon, je ne suis pas aux affaires, moi je suis chercheur, donc je peux pas, je ne peux pas, je ne parle qu'en tant que chercheur. C'est ce qu'il y a lieu de faire, mais derrière, ça fait appel à beaucoup de ressources, vous comprenez? Et donc, il faut tenir compte de cela aussi. Je pense bien que c'est M. Brice, Dr Legba qui lève la main. Dr Legba, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez la parole. Ok. J'ai deux questions, cher professeur. La première concerne la publication scientifique au Bénin. C'est que vous avez parlé de la valeur de la publication scientifique pour la nation, pour le chercheur et tout, les avantages que cela constitue. Sur la base de votre expérience, comment est-ce que vous appréciez la contribution des connaissances scientifiques produites au Bénin à la résolution des enjeux de développement du Bénin? En gros, est-ce que les publications faites par les chercheurs béninois dans leur ensemble contribuent de façon concrète au développement du Bénin pour qu'on puisse y voir un potentiel? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est revenir un peu sur la valeur scientifique d'un brevet par rapport à une publication scientifique. Merci. Merci, docteur Legba. Merci, Brice, ouais. Dr. Legua, qui est l'un de mes collaborateurs les plus proches, hein, que je salue depuis sa position
en Afrique du Sud. Alors, Bah, le potentiel en fait, des publications sur l'évolution, le développement du Bénin, forcément, forcément, parce que euh, c'est uniquement à travers les publications, essentiellement, qu'on voit la valeur d'une université, qu'on peut construire sur l'existant et donc approfondir les notions qui ont trait au développement. Donc, les publications faites par les chercheurs béninois sont très importantes et visent à améliorer l'état des connaissances. Donc, en tant que chercheur, je ne peux pas dire autre chose. Bon, maintenant, si on s'intéresse à la qualité des revues utilisées, là, ça peut être un autre débat, mais de base, le but visé, le principe de chaque chercheur, c'est d'améliorer, en fait, les connaissances sur les thématiques de leurs diverses spécialités. On ne peut que reconnaître cela. Maintenant, ce qui est la valeur scientifique d'un brevet par rapport à une publication, je dirais oui et non à la fois, parce que la différence entre les deux, c'est que le brevet protège votre invention et vous pouvez valoriser ce brevet en le vendant, par exemple, et en vous faisant beaucoup d'argent aussi. Donc, ça, c'est la valeur directe du brevet. Mais derrière, au niveau des publications scientifiques, vous pouvez également valoriser ces publications scientifiques. Parce que quand vous publiez dans certaines revues, ouais, ça vous donne une crédibilité incroyable qui, in fine, vous ramène des projets. Parce que vous allez à une compétition, telle équipe de recherche dépose le CV, vous déposez votre CV, on fait plus confiance à votre CV. Donc, en ce moment, vous ne savez plus véritablement que ce sont les publications, enfin, ce sont les grosses revues que vous avez eu à identifier qui ont fait la décision. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à croire que les publications sont moins valeureuses ou moins valorisantes que les brevets. Le brevet, lui, vous l'avez, c'est une recherche innovante, intéressante. Tout de suite, quelqu'un est intéressé, il vous fait un gros chèque pour acheter le brevet. Donc, vous dites, waouh, ça, c'est beaucoup mieux que d'aller faire des publications où forcément, je n'ai pas un chèque à la fin. Vous avez le chèque, mais d'une autre manière. C'est de la même façon pour les prix. D'ailleurs, parfois des prix qui sont colossaux, simplement parce que par rapport à vos candidats du même niveau, vous avez eu à avoir votre nom ou vous êtes auteur dans certaines revues. On s'est dit, mais comment, à cet âge-là, comment il peut avoir ces revues-là? À ce niveau-là, comment il peut avoir ces revues-là? Et donc, on vous choisit. Et là, c'est lié à la qualité de vos publications. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur ces deux questions. Nous allons bientôt finir parce que justement, on a déjà pris beaucoup de temps de professeur. Mais on va répondre aux trois préoccupations en instance avant de partir et espérer retrouver le professeur avant la fin de l'année. Il y a M. Maouignon qui demandait que faire en cas de refus ou de demande de modification majeure lors de la révision de son manuscrit par les reviewers. Je comprends, si je comprends bien, c'est-à-dire les reviewers rejettent votre article. Généralement, ils accompagnent cela de motifs. Donc, quand vous avez les motifs, vous améliorez le document et vous soumettez ailleurs. Si vous n'avez pas les motifs, ça veut dire que vous devez quand même relire le document pour voir qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher avant de soumettre ailleurs. Parfois, vous pouvez, mon Dieu, vous soumettez 5 fois, 6 fois, c'est rejeté, et puis c'est peut-être la 7e fois que c'est accepté. Donc, généralement, il est conseillé de commencer très haut, d'être ambitieux. Vous faites un travail, vous vous rendez compte que le travail est... c'est-à-dire, vous devez aussi voir le bâton qu'il y a dans votre main et voir le serpent que vous voulez tuer avec. Si vous voyez que le travail ne vaut pas grand-chose, ce n'est pas la peine d'aller vers une très grosse revue. Mais si vous vous rendez compte que le travail est novateur, il y a beaucoup de résultats intéressants et tout, donc vous pouvez choisir une revue avec un facteur d'impact très élevé, peut-être
de l'ordre de la dizaine, et vous essayez. Au pire, s'il rejette, vous aurez les commentaires. Et là, ça vous permet de descendre d'un cran maintenant. Peut-être de 7, vous passez à 3. Et après, vous passez à 1. Là, vous pouvez positionner. Merci. OK. Il y a Madame Mariette Sanvi qui levait la main. Je permets à ce que la seule femme qui intervienne, parce qu'il n'y a pas encore eu de femme jusqu'à présent qui soit intervenue. Madame Sanvi, puisque vous êtes la seule femme qui a levé la main, vous pouvez intervenir avant que je ne clôture. Madame Sanvi, vous êtes encore là? Dommage, je pense qu'elle est partie un temps. Le nombre minimal de publications avant de soutenir une thèse, peut-être pour encourager les doctorants. Au Bénin, c'est une publication parue et une en cours de soumission. Voilà ce que les thèses disent. OK, d'accord. Alors, beaucoup d'autres préoccupations demandent beaucoup plus à avoir le support et d'autres demandent à avoir votre contact également, votre mail. Et ça, c'est des questions que je laisse peut-être le professeur directement répondre en fonction de s'il partage ou si on partage son contact, puisque c'est privé aussi. Est-ce qu'on peut partager ou pas? Voilà. Oh, quand vous êtes chercheur, vous êtes un personnage public, hein? Donc, moi, mon mail est sur Internet et mon téléphone également, c'est pas caché. Donc, vous pouvez partager. Je vais vous envoyer le document que vous pourrez mettre à la disposition des participants, mais à condition de toujours me citer. Naturellement. A été fait par moi. Nous avons le mail de tous ceux qui sont inscrits. Nous avons près de 300 mails là. On va pouvoir le leur envoyer. L'enregistrement du webinaire aussi sera diffusé sur nos canaux digitaux. Et si le professeur aussi l'autorise, on peut mettre en format PDF et également le diffuser également sur nos canaux digitaux. Et franchement, remercie le professeur qui a mis son contact déjà, qui est dans le chat, le 97 73 64 46 et le mail victorien.douillon@gmail.com. Infiniment merci au professeur Douillon pour ce moment de partage de connaissances. Je pense qu'ils vont certainement inciter beaucoup à aller vers la publication scientifique, à valoriser leurs travaux et certainement à bénéficier des opportunités que cela procure. Et espérant le retrouver, comme je l'ai dit, avant la fin de l'année, soit en novembre, soit en décembre, pour d'autres moments de partage de connaissances, puisque notre objectif en mettant en place cette plateforme, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à l'information scientifique, que l'on soit étudiant ou non, que l'on puisse bénéficier des connaissances scientifiques pour pouvoir progresser, passer à une autre échelle. Je remercie beaucoup plus, je remercie Radi Roussoulon et Eric Naoum qui ont pris le relais pendant que j'étais un peu faible. Merci à vous, c'est des collaborateurs, cofondateurs de Emotions qui sont basés en France. Merci à Odette aussi qui est restée un peu dans l'ombre aussi, qui est aussi avec nous. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci. Et bonne journée.